édition spéciale des tribunes. Après les 4 pépinières, aujourd'hui nous sommes réunis pour analyser la 5e tribune de l'honorable Adolphe Muzito intitulée « Le chômage en RDC hier, aujourd'hui et demain ». On va essayer de revenir en profondeur sur cette question du chômage en voyant les chiffres publiés par le gouvernement et l'analyse faite par l'ancien Premier ministre. Et pour essayer de parler de ça, nous avons sur ce plateau M. Jacques Fumuzanza, qui est cadre du PALU. Bonsoir. Bonsoir. À ses côtés, nous avons Fumutoto Bassadiamouva. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur. À côté de Fumutoto, Steve Kivwata, cadre du PALU également. Bonsoir. Bonsoir. Et de l'autre côté, le journaliste, nous avons d'abord Joseph Kamanga, RTVS 1. Bonsoir. Bonsoir, c'est mes confrères Charlie. À côté de Joseph, Israël Moutala, journaliste indépendant. Israël, bonsoir. Bonsoir. Et à mes côtés, immédiatement, nous avons Luc Mikombo, Kabongatre de Congo Web Télévision. Bonsoir à vous. Bonsoir, Charlie. Merci d'être venu. Comme je viens de le dire, nous allons analyser la 5e tribune dont je viens de citer, de donner l'intitulé « Le chômage en RDC hier, aujourd'hui et demain ». Monsieur Fumuzanza, l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, apporte un nouveau débat, c'est-à-dire cette fois-ci sur le chômage en RDC au regard des chiffres publiés par le gouvernement. Votre première lecture? Oui, un nouveau débat, effectivement. Tant que nous sommes là, le débat, ça fait partie de la démocratie. Le gouvernement nous a gratifié le mois passé, au mois de mai, avec des chiffres sur l'évolution du chômage, ou disons sur le recul du chômage, et sur l'évolution de la population active. Et là, le gouvernement indique qu'effectivement, il se crée beaucoup d'emplois, il se crée par an 100 000 unités d'emploi, et sur une période, disons, de 3 ans, mais surtout, il indique également que, quand nous regardons le chiffre, et le fait que le gouvernement également, en donnant ce chiffre, a utilisé 2 méthodes, le hic est que sur la même période, allant de 2003 à 2015, le gouvernement utilise 2 méthodes. Une méthode qui prend en compte uniquement les emplois du secteur de l'administration et du secteur privé. Au cours de la même période, à partir de 2012, il change de méthode en introduisant un autre élément, c'est celui des indépendants, qui font qu'effectivement, ça crée la première période, on voit que ça décline, et la deuxième période, avec la deuxième méthode, on voit qu'il y a une hausse spectaculaire d'emploi et donc également le recul du chômage. Je crois que nous pourrions lire les tableaux qu'il a adressés et qui parlent en partant d'ailleurs des données que le gouvernement a données et que la Banque centrale a confortées. Très bien. Alors, Israël, quand nous partons des chiffres publiés, le Premier ministre note ici qu'il s'est créé, selon les données venues de la Banque centrale du Congo, il s'est créé en RDC depuis 2012 100 000 emplois en moyenne chaque année, et le taux de chômage donc en 2014 est de 43, tandis qu'en 2000, il était à 67%. Et le Premier ministre Muzito, qui a eu à gérer aussi, qui connaît un peu le rouage du marché de l'emploi, analyse, estime que ces chiffres tels que donnés doivent avoir été donnés. En fait, l'analyse n'est pas correcte au regard de la réalité. Bon, voilà un peu la problématique du chômage. Comme tout le monde, j'avais suivi aussi avec beaucoup de stupéfaction un peu l'annonce du gouvernement par rapport à la baisse sensible du chômage, qui était passée de 51% en 2012 à 43% en 2014. Ce sont les chiffres qu'avait avancé le gouvernement au mois de mai. Comme la plupart des Congolais, je demandais à en connaître un peu davantage sur les ressorts de ce bond spectaculaire de création d'emplois. Alors, ici, il faut d'abord préciser une chose. Quand on parle d'abord de chômage, ça veut dire qu'on fait allusion à la population active. Ça veut dire celle qui est en âge de travail. Oui. Donc on peut considérer que la tranche d'âge entre 15 ans et 70 ans, ce sont des personnes aptes
à travailler. Et cette catégorie de gens constitue la majeure partie de notre population. Nous sommes autour de 60 à 70% de la population congolaise. Donc c'est une tranche d'âge. La population active, vous voulez dire? Non, non, la population, c'est-à-dire c'est le pourcentage de la population, oui, sur la population globale. Oui. Nous sommes autour de 70 millions de Congolais. Et sur 70 millions de Congolais, d'abord la majeure partie de cette population, c'est-à-dire 50%, c'est l'effet des jeunes. Mais il n'y a pas que les jeunes qui sont aptes à travailler. Ça veut dire même les seniors qui ont 60 ans, 65 ans, 70 ans sont aptes à travailler. Et donc maintenant, si nous considérons que de 15 ans à 70 ans, c'est ça la population active. Donc nous sommes autour de 50 ou à 60 millions d'habitants. Nous sommes, en tout cas, nous sommes autour de 50 ou 60 millions d'habitants. Donc ce sont les éléments statistiques. Donc maintenant, c'est de là maintenant qu'on va voir quel est le nombre justement parmi cette catégorie de gens. Combien travaillent, combien sont employés dans les secteurs privés, combien sont employés dans les secteurs publics, combien sont employés à titre d'indépendants. Et donc, les chiffres du gouvernement avaient interpellé plus d'une personne parce que dans la réalité, les gens ne ressentaient pas les effets de cette baisse sensible du chômage. Mais la grande question qu'on se posait, c'est comment une économie, bien qu'elle ait une croissance positive, qui crée 100 000 emplois l'an, ça veut dire pendant une période de 3 ans, elle peut créer à peu près tout autour de 300 000 emplois. Mais dans le même temps, il y avait déjà un stock de chômage constitué de nouveaux diplômés ou même des jeunes qui avaient atteint l'âge de travail, ça veut dire 15 ans à peu près, mais qui ne vont pas à l'école. Alors, est-ce qu'il y avait donc ce stock de chômage accumulé toutes ces années, parce que nous sommes dans un chômage structurel. Donc, ce n'est pas le fait de Matata. Donc, Matata, c'est un héritage national. Notre chômage, il est structurel parce que nous avons connu beaucoup de problèmes sur le plan politique, sur le plan économique. Donc, nous avons un chômage de masse, un chômage structurel. Et donc, du chômage structurel, on ne peut pas le faire reculer de manière aussi spectaculaire de 51% en 2012 à 43% en 2014. Et donc, il fallait maintenant essayer un peu de comprendre un peu pourquoi il y a eu cette baisse sensible qu'a voulu présenter le gouvernement. Alors, quand vous demandez les démographes, on a un taux de croissance démographique de 3%. Ça veut dire que la population croît rapidement. Ce qui fait que sur le marché, nous avons à peu près une offre, une demande d'emploi d'à peu près 2 millions chaque année, alors que l'économie n'est pas en mesure d'absorber cette demande d'emploi. Et donc l'offre d'emploi, la demande d'emploi est supérieure à l'offre d'emploi disponible sur le marché congolais. Alors, mais du coup, comment est-on arrivé justement à inverser? Voilà les chiffres clés. Mais alors, une des réponses a été donnée justement avec le cadre du Palou, M. Fumunzaza, qui a dit que cela, c'est une Matata, où le gouvernement Matata a changé de méthode de comptabilisation. Donc le bond spectaculaire en termes de création entre guillemets d'emplois n'est pas dû justement à la robustesse de l'économie, mais à une nouvelle méthode de comptabilisation sur laquelle nous allons y revenir. Très bien, on va revenir sur cette méthode, mais Steve, d'abord, si l'on doit comprendre la logique du Premier ministre, donc de l'ancien Premier ministre, il dit d'abord que en fait, il n'accuse personne. Il fait constater, comme vient de le dire Israël, que le problème du chômage est un problème structurel, que ni lui, ni quelqu'un d'autre avant lui n'avait été en mesure de résoudre parce que la demande, elle est très forte au regard de la démographie qui croît sensiblement. Alors, aujourd'hui, lorsqu'on peut considérer qu'on a 3% de croissance de la population chaque année et 2 millions de demandes d'emploi supplémentaires chaque année, est-il possible, avec 100 000 emplois créés chaque année, donc en 3 ans, de combler ce gap? Mais c'est évident que mathématiquement, c'est impossible. Je pense que le directeur Fumunzaza l'a très bien expliqué. Il a été très bien complété par Israël. Au fait, le gouvernement a lui-même affirmé qu'il crée 100 000 emplois par année. Nous mettons entre guillemets, mais nous lui accordons le bénéfice du doute. Mais dans l'entretemps, le taux de croissance démographique par an est de 3%. Ce qui suppose que pendant que le gouvernement crée 100 000 emplois chaque année, il y a 2 millions
nouveaux demandeurs d'emploi qui entrent sur les marchés de l'emploi. Ce qui fait que quand on fait une soustraction simple, on a 1,9 million nouveaux chômeurs qui entrent dans les marchés. Ce qui voudrait tout simplement dire que si on était à 51% en 2001 ou en 2012, en 2014, on ne peut pas entrer dans la réduction. D'où nous avions finalement compris que cette réduction est due à une nouvelle méthode d'évaluation des emplois créés au sein de la République démocratique du Congo. Avant 2012, on considérait les secteurs publics, plus précisément l'administration publique et les entreprises publiques, donc c'est-à-dire la création des emplois par l'État, et les secteurs privés formels avec des sociétés reconnues par l'État. Mais après 2012, on a ajouté une nouvelle rubrique qu'on appelle les indépendants. Les indépendants, on pourrait dire les ligablos, les boutiques. C'est vrai, il y a des indépendants un peu plus organisés. Il y a des sociétés non reconnues qui créent quand même de la richesse. Ça peut être acceptable. Mais il y a des indépendants, le petit potager à l'intérieur du pays. Nous savons que nous avons 80% de notre population qui vit à l'intérieur du pays en faisant les champs. Peut-être que c'est eux aussi qui ont été comptabilisés. D'où, en définitive, comme vous l'aviez dit, on a considéré que c'est un peu comme une fuite en avant. Parce que quand on veut établir en place une politique pour arriver à amener le pays vers l'émergence, nous devons commencer à faire un très bon constat. Sinon, si on fait un constat en considérant que tous les indicateurs sont au vert, que les emplois sont créés de manière massive, pendant que la population vit autre chose, on risquerait de s'endormir et de ne pas prendre le courage, comme on l'a dit dans la 4e tribune, de mobiliser plus de ressources, d'entrer dans une vision de désengagement de l'État des entreprises publiques, parce qu'aujourd'hui, les entreprises publiques pouvaient créer de l'emploi. Pourtant, celles qui existent, on dit qu'elles sont canards boiteux, et d'autres vont même dire plus fort que ce sont des canards morts. Et pourtant, ces entreprises, eh bien, on dit que les effectifs sont pléthoriques. Pourtant, si l'État s'y était désengagé et que ces entreprises commençaient à générer de richesses, peut-être qu'elles auraient besoin d'engager de nouvelles personnes. C'est en ces moments-là qu'on pourrait penser à une véritable création d'emplois. Mais dans l'entretemps, comme le gouvernement trouve que lui, il crée assez d'emplois, et ceux qui ne trouvent pas de l'emploi auprès du secteur public, c'est-à-dire auprès de l'État, ou moins encore auprès du privé formel, que ces gens-là s'auto-emploient, et le gouvernement ne précise pas quels sont ces secteurs-là où le Congolais s'auto-emploie, en sachant mieux vivre, je pense que c'est assez criminel. Très bien. Alors, Luc, nous prenons les deux méthodes. Le Premier ministre analyse ici. Il dit, comme disait M. Fumuzanza au début, qu'il y a deux méthodes. La première méthode, c'est celle qui ne considérait pas les indépendants. On prenait en compte que les emplois du secteur public, donc l'administration publique, et les privés qui créaient des emplois. Et c'est à ce moment-là que le chômage était beaucoup plus élevé parce que finalement, il n'y avait pas beaucoup de création d'emplois. Mais aujourd'hui, on a ajouté la nouvelle rubrique des indépendants. À votre avis, à quel niveau se situe la contradiction entre ces deux méthodes? En fait, la primature, en annonçant ce chiffre, ne s'est pas rendu compte qu'au sein de l'opinion, il y a des gens qui suivent de très près l'évolution de la démographie, ainsi que la politique du travail du gouvernement. Et là, franchement, si c'était dans un match de football, je dirais que le gouvernement vient à manquer un penalty, parce qu'il a cru pouvoir jeter de la poudre aux yeux des Congolais, mais que cette poudre n'a pas atteint tous les Congolais. Le gouvernement, en faisant de la confusion de chiffres, croyez... Pourquoi parlez-vous de la confusion des chiffres? La confusion des chiffres parce que le changement de méthode qu'ont évoqué M. Fumuzanza et M. Steve n'avaient en réalité qu'un seul objectif, c'est de créer un désordre dans le chef des Congolais et faire accréditer la thèse que depuis 2000, tenez, le gouvernement est arrivé à réduire à 24% le taux de chômage, ce qui est de manière concrète, de manière mathématique, impossible.
Mais il faudrait en plus que l'on sache qu'il n'y a pas seulement aujourd'hui cette politique des années 80 ou avant 80 où les politiques viennent, ils font des déclarations, l'opinion n'a pas trop de sources de recherche pour établir la véracité ou la fausseté des déclarations du gouvernement. Cette époque-là est largement dépassée. Aujourd'hui, toute déclaration que fait les politiques peut être vérifiée par soit les mêmes sources, soit par d'autres sources, ou alors on peut entreprendre d'autres démarches pour établir si oui ou non ce que dit le gouvernement est correct. Tenez, Charlie, prenons par an, il y a combien de finalistes de cycle de licence qui sont versés sur le marché, non pas d'emploi, mais du chômage. Parce que les emplois ne sont pas réellement créés. Mais ils vont travailler comme indépendants. Un instant, j'arrive. C'est que ce rapport ne dit pas non plus quelle est la qualité d'emploi dont il est question. Là, ça pose problème. Et s'il y a eu sur 19 millions de la population active, création d'emplois, on ne nous dit pas les emplois créés concernaient exactement quel domaine. Enquête faite, il n'y a à peine que 4% de demandeurs d'emploi qui sont dans le domaine formel. Donc il y a 96% de demandeurs d'emploi qui sont dans le domaine informel, mais qui ne sont pas de manière individuelle identifiés. La politique, c'est la médecine du corps social. Il ne faudrait pas que les politiques, que ce soit ceux d'aujourd'hui ou ceux de demain, puisque l'approche de Mouzito, vous avez vu, il a parlé du chômage hier, aujourd'hui et demain, les politiques doivent apprendre que ce qui a été fait hier n'est pas oublié. Mais c'est pris en compte par ceux d'aujourd'hui pour embrayer sur ce que l'on fera demain. Aujourd'hui, les politiques ne peuvent plus se permettre de tenir n'importe quel discours, croyant que la population est si dupe qu'elle va gober tout ce que les dirigeants font. Aujourd'hui, la donne a essentiellement, substantiellement et profondément changé. Et donc, la politique du mensonge, comme on l'a définie de manière empirique, n'a plus droit de citer aujourd'hui. Très bien, Luc. Alors, si je comprends bien, c'est-à-dire que Fumutoto, le gouvernement, ainsi que le dit le Premier ministre ici, le gouvernement peut avoir créé 100 000 emplois. C'est possible, mais le Premier ministre dit que 100 000 emplois par an, dans une période de 3 ans, ne peuvent pas combler l'écart, parce que les demandeurs d'emploi se situent autour de 2 millions par année. Alors si on prend 6 millions, par exemple, de demandeurs d'emploi chaque année, donc sur une période de 3 ans, il est impossible que les 300 000 emplois qui ont été créés dans l'entretemps puissent combler ces vides et faire inverser la courbe en ce qui concerne la demande de l'emploi. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nous sommes de la troisième voie. Nous avons dit, en termes de diagnostic, que notre pays a un problème d'écriture et d'organisation. Et aujourd'hui, le monde nous donnera raison. Mon intervention porte sur 3 paliers. D'abord, le chômage. 2, la provenance du contraire du chômage, c'est-à-dire du travail. Et 3, qu'est-ce qui est dans la tête du Premier ministre Matata? Qu'est-ce qu'il veut depuis qu'il est devenu Premier ministre? C'est-à-dire les concepts. Non, attendez un instant, s'il vous plaît. Il ne faut pas plus focaliser sur le Premier ministre Matata. Les chiffres viennent, je précise, de la Banque centrale du Congo. Et le Premier ministre n'exploite que les statistiques qui lui ont été données. Peut-être qu'il aurait même été induit en erreur, on ne sait jamais. Mais je voudrais que vous puissiez vous attarder plus sur les chiffres que lui a lus que sur lui-même. En fait, je pense que je m'attarde sur la conception de la troisième voie et la publication ou la déclaration du Premier ministre Matata. Premièrement, définissons d'abord le chômage. C'est quoi? Je le définis par le contraire, qui est le travail. Oui. Et selon la troisième voie, qu'est-ce qui chôme? C'est l'âge du travail, la force du travail
et l'intelligence du travail. Quand nous disons le chômage, qu'est-ce qui chôme? Israël a dit, il faut voir la tranche d'âge qui est concernée par l'embauche ou le chômage. Nous prenons l'augmentation de la population à 3%. Nous prenons l'augmentation de la population, on peut trouver des gens qui n'ont pas étudié, mais qui ont l'âge de travailler. Oui. Nous prenons maintenant le nombre de diplômés que nous versons chaque jour, issus du cycle graduat, licence et même des professeurs. Là, Mouzitou a raison de dire le chômage hier, aujourd'hui et demain. Ça veut dire que le chômage lui-même n'est pas statique. Il est dynamique. On ne peut pas l'évaluer seulement par rapport au nombre d'emplois qu'on a créés. On doit aussi l'évaluer par rapport au nombre d'emplois qu'on perd chaque année et le total de la demande d'emploi chaque année. Et c'est de cet équilibre qu'on peut dire qu'on a réduit ou augmenté les taux de chômage. Sur base de quels critères le Premier ministre Matata a avancé le chiffre? La première chose. Deuxième chose, provenance de travail. Nous avons, selon Adolphe Mouzitou et selon la vérité, 3 secteurs. Nous prenons d'abord le premier secteur, le secteur agricole. Nous sommes encore dans une agriculture informelle et de cueillette. Même si pas des indépendants là, ils qualifient ceux qui font leurs champs pour survivre des travailleurs parce qu'ils ont des comptes en banque. Mais les comptes de quel volume d'argent? De $20, de $10, de $100. Mais Boukangalonzo a embauché les gens. Mais encore, c'est extrêmement grave. Ça, c'est l'agriculture. Ne soyons pas distraits. Lorsque l'industrie a créé de l'emploi en Europe, ça a créé le chômage chez les paysans. Et on a organisé l'harmonie telle que c'est l'industrie qui a récupéré les paysans qui avaient perdu le travail par la sortie de l'émergence de l'industrie. De Bandundu, les paysans faisaient les champs et venaient écouler les marchandises à Kinshasa pour scolariser leurs enfants. Supposons que nous avions 2000 paysans qui venaient de Bandundu écouler les marchandises et que la machine les a éliminés en donnant du travail à 300 travailleurs de Boukangalonzo. Boukangalonzo a-t-il créé des emplois ou Boukangalonzo a commencé par tuer les emplois? Non, Boukangalonzo va racheter la production. Comment et d'ailleurs, en tant que serviteur du peuple, le peuple me demande de poser la question au gouvernement, où sont les massangous de Boukangalonzo et c'est où? Non, ça c'est notre débat. Évoluons rapidement, monsieur le journaliste. Deuxième secteur, le secteur industriel. Notre industrie congolaise est dans une phase embryonnaire. Que le Premier ministre Matata ne nous dise pas seulement le nombre de chômeurs, pardon, le nombre d'emplois, le pourcentage de diminution, qui nous disent dans quel secteur. On a créé combien de sociétés, dans quelle province, pour que nous puissions dire effectivement avec ces sociétés, on a embauché les gens. Le secteur tertiaire, non seulement que notre économie est extravertie, mais c'est aussi une économie d'équimoire. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est une économie dont la production est faite ici, mais cette production ne concerne pas seulement les nationaux. D'où, au lieu d'un débat sur le PIB, nous attendons le débat sur le produit national brut qui nous permet de contrôler les taux de production, le poids le volume de production des Congolais de l'étranger et de Kinshasa. Troisième chose, on ne peut pas dans un pays qui se respecte dire qu'on a diminué les taux de chômage, ça nous dit d'abord le nombre de chômeurs. Partout, on nous dit d'abord 2012 jusqu'à 2014, voici le nombre de chômeurs que nous avons connus. Et si ce nombre-là, voici le nombre d'emplois que nous avons donnés. Et voici ce qui reste. Et on peut calculer l'augmentation ou la diminution du chômage. Le concept de Matata. De 2000, qu'est-ce qui est dans la tête du Premier ministre Matata? Le Premier ministre Matata est dans une logique de montrer au président de la République, à la majorité présidentielle, à l'opposition, à la société congolaise et à l'opinion internationale, qu'il est le seul Premier ministre qui a mieux travaillé plus que les autres. Et faisons les calculs. Non, attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, je sais que c'est votre point de vue, vous ne pouvez pas quand même le faire, ce procès. Non, mais analysons les faits. Non. De 2000 à 2012, on a réduit le taux de chômage de 24%. Alors, si vous prenez l'an 2000 jusqu'à 2012, toute cette période, le taux de diminution de chômage, c'est de 16%. Mais si vous prenez de 2012 à 2014, c'est de 8%. Ça signifie que le Premier ministre Matata a travaillé x3. Je ne sais pas si on comprend les chiffres. De 2000 à 2012, 16%. Ça dit Jean-Pierre Bemba, Antoine Gizenga, Adolphe Mouzitou, tous ces gens-là n'ont diminué, avec Kabila lui-même aussi, avant 2003, ils n'ont diminué que 16%.
Et lui-même, de 2012 à 2014, il a diminué 8%. Ça veut dire que le travail des 3 autres premiers ministres, ou Jean-Pierre Bemba avec les 2 autres premiers ministres et le chef de l'État lui-même, 4, est x3. Le travail de Matata est x3. Mais est-ce que... Voilà attendez, pourquoi il s'est donné 86%. Non, attendez, attendez un instant, vous allez continuer et finir par là. Est-ce que c'est impossible dans un contexte où il bénéficie d'un environnement favorable? Parce que les autres aussi, il y a le 1+4, vous savez dans quelles conditions. Mais c'est les journalistes, je vais vous surprendre. Oui. Nous sommes le 23 octobre 2013. Le président de la République, lors de son discours de clôture des concertations nationales, dit ceci. Il y a inadéquation entre l'évolution normale des critères de la croissance, de la stabilité du cadre macroéconomique et l'évolution de la vie de la société. Inadéquation. Ça, c'était en 2013. 2013. Ouais. Le président montrait que la stabilité du cadre macroéconomique n'a pas entraîné le développement économique. Mais seulement une année après, on a réduit le taux de chômage de combien de pourcents? Alors faisons les calculs, je ne chute pas là. La moyenne des demandes d'emploi par année, c'est 2 millions de chômeurs qui entrent sur le marché. Mais prenez x3, ça fait 6 millions de demandeurs d'emploi. Moins 100 000 par an, par année, ça fait moins 300 000. Nous restons avec 5 700 000 et c'est ça le taux de diminution. Merci. Alors, Joseph Kamanga souligne déjà, est-ce que le problème ici, c'est l'écart entre ces chiffres ou alors parce que les emplois créés sont manuels? Quand vous regardez les chiffres de la BCC ici, ce sont des emplois qui ont été plus créés dans les secteurs informels, des indépendants, je voulais dire, ce sont des personnes qu'on ne contrôle pas. Est-ce que le problème, ce n'est pas celui-là? Le gouvernement a dit avoir créé des emplois, c'est bien, comme dit Fumutoto, on a appris qu'on a créé 100 000 emplois, mais malheureusement, selon le gouvernement lui-même, le 96% de ces emplois ont été créés par des indépendants. Alors Charlie, la question est pertinente, la question, le débat autour du chômage. Le débat est dans tous les milieux, toutes les générations. C'est dire ici que je voudrais qu'à chaque fois que l'on parle, que l'on se réfère aussi à ce peuple-là qui est choqué par ces débats. Vous dites au titre, le chômage en RDC hier, aujourd'hui et demain. Dans cette tribune, il y va d'abord dans l'histoire, il revient au présent, notamment avec cette sortie médiatique au cours de la troïka politique, où on annonça en fait la création de 100 000 emplois, mais qui ne se laisse pas ressentir dans le vécu quotidien. La concordance, ces mariages entre les 100 000 emplois et la réalité sur terrain. Les chiffres, oui, vous parlez des chiffres, mais le peuple, lui, veut palper du doigt les 100 000. Pour quelle catégorie? Utilisée par quelle méthode? C'est là le problème. Le 96% des indépendants qui posent problème après changement de méthode par le gouvernement pousserait aussi plus loin à une véritable matière de réflexion. Cette jeunesse qui, comme l'a dit Luc, il y a ceux qui sont en pleine étude, d'autres qui sont déjà fin études et d'autres qui sont en train de chômer dans le chômage proprement dit. Mais la question que l'on se pose, le gouvernement, en disant qu'il a créé 100 000 emplois, c'est en termes de qualité d'emploi ou bien c'est en termes d'emploi par complaisance? Mais je vous pose la question de savoir... Parce qu'on peut créer d'emplois, mais pour quel revenu? À quel niveau se situe ce doute-là, justement? C'est la question que je pose. Est-ce que parce que ces emplois-là, on ne le voit pas, mais on dit, en fait, quand on regarde dans la vie au journal... Transco qui a été créé, a quand même créé de l'emploi. Vous avez, je ne sais pas, ailleurs, à gauche et à droite. Est-ce que le doute se situe à quel niveau? Le doute se situe au niveau de ces mariages entre les chiffres annoncés et la réalité sur terrain. Ouais. Parce que lorsqu'on dit qu'on a créé 100 000 emplois, et qu'à chaque fois, pour ne pas relier ceux qui sont avec nous autour de cette table, qu'il y a chaque année également aussi 2 millions de nouveaux chômeurs. Ouais. Mais je me retrouve en fait devant un paradoxe. Or, pour se rabattre sur une disposition constitutionnelle, à moins que ma mémoire ne me trahisse, l'article 36 de la Constitution garantit que tout Congolais a droit à un travail décent. Mais lorsqu'on nous dit qu'on a créé 100 000 emplois, de quelle qualité, dans quel secteur? C'est ça le débat.
On vous a dit que c'est dans les secteurs... attendez Israël, vous avez la parole. Je voudrais vous poser une question. Ce sont des questions que les téléspectateurs se posent souvent. Ils disent ceci. Est-ce que si Mouzito lui-même était là, serait-il à mesure de résorber le chômage, d'inverser la courbe? Tout de suite, je dirais non. Et lui-même le dit. D'où vient le doute? Mais il le dit. C'est impossible que le gouvernement puisse, il a même dit, mathématiquement parlant, inverser en 3 ans ce stock de chômage depuis les années 80. Et qu'il n'y a pas d'emploi. Avec notre économie actuelle, il est impossible qu'on puisse créer des emplois comme ça et que 2 millions, parce que quand vous regardez les chiffres qu'il donne, avec la nouvelle méthode, on est pratiquement à 2 millions et quelques par an. Mais c'est impossible. Voici ce que dit Mouzito. Comment serait-il possible d'inverser en 3 ans la courbe du chômage dans une économie dont les caractéristiques sont un taux de croissance démographique très fort, merci pour le micro, une évolution de la population active que vous connaissez, de plus de 50%, constituée des jeunes qui cherchent le travail. 3e élément, un secteur agricole très dominé par l'activité informelle. Vous avez parlé de Bokanga Lonzo, j'y reviens. Est-ce que Bokanga Lonzo, vous avez dit, il a créé des emplois et que les paysans vont vendre leurs produits à Bokanga Lonzo? Je doute parce que Bokanga Lonzo va faire concurrence aux paysans. Ils ne pourront jamais produire pour avoir un revenu, ils ne pourront jamais produire et avoir un prix rémunérateur en allant vendre à Bokanga Lonzo. Bokanga Lonzo va travailler avec des machines et le produit de Bokanga Lonzo sera inférieur, le prix inférieur par rapport aux paysans. Donc le paysan va certainement disparaître, à moins que Bokanga Lonzo intègre les paysans en lui donnant peut-être des machines plus légères, aller travailler avec lui, trouver des moyens qui permettent aux paysans de continuer à utiliser la houe ou même une houe améliorée. Il continue. Quelles sont les tranches d'âge? Nous sommes au niveau des doutes. Quelles sont les tranches d'âge que le gouvernement a utilisées pour déterminer le niveau d'emploi? Parce que, nous le savons tous, ceux qui terminent le secondaire, dès qu'ils ont 18 ans, ils sont à la recherche du travail. Même 17 ans déjà, recherche du travail. Les graduats, les licences qui sont versées sur le marché, et ceux qui ratent le cursus, ils reviennent sur le marché, cherchent du travail. Et vous pensez qu'en 3 ans, on peut inverser la courbe? Ce n'est pas la faute à Matata si la courbe n'est pas renversée. Il ne peut pas le faire, c'est impossible. En 4e lieu, quel a été pour le gouvernement le total annuel, Fumutoto l'a dit, des nouvelles demandes d'emploi auxquelles l'économie a fait face? Il ne le dit pas. Donc, si nous connaissons ce stock et ce qui arrive par an sur le marché, nous pouvons dire dans quel sens le gouvernement peut créer 100 000 emplois, c'est une bonne chose par an, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais le fait déjà de le faire, de créer 100 000 emplois, c'est quand même quelque chose à encourager. On ne fait pas du tort, plutôt on ne fait pas de reproches au gouvernement de créer 100 000 emplois. Nous applaudissons. Oui. Si Mouzito était là, il ne ferait pas mieux que ça. Mais ce que nous disons ici, les chiffres qu'il donne par rapport à partir de 2012, en changeant de méthode, il y a quelque chose qui ne marche pas. Très bien. C'est pour quelle raison? Très bien. Alors, oui, Luc a une réaction, apparemment. Non, Israël, je viens à vous, oui. J'ai vraiment un petit élément illustratif à vous donner. Oui. Regardez, Charlie, lorsque la CENI lance l'appel d'offres pour à peine 1000 emplois. 1000 emplois. Oui. La 1000 CENI postes à pourvoir. A enregistré près de 20 000 demandeurs d'emploi. C'est 47 000, je vous donne les chiffres. 47 000, voilà. Vous allez déjà très au-delà. 47 000 demandeurs d'emploi, de quoi nous donner plus ou moins l'idée du taux de chômage dans notre société.
Et je donne un élément complémentaire par rapport à ce que viennent de donner M. Fumunzanza et Joseph. Le problème se pose par rapport à l'opacité des chiffres et des calculs du gouvernement. L'opacité, j'allais même mieux dire l'absurdité des chiffres que nous donne le gouvernement. Alors, l'exemple que je vous donne là, ça nous montre d'une manière assez limpide qu'on ne peut pas se permettre à tromper tout le temps la population. Vous l'avez dit avant, Luc, merci. Steve veut encore dire un mot là-dessus. C'est vrai qu'il y a une véritable adéquation entre les chiffres donnés et la réalité, parce que je ne voudrais pas dire que vous alliez dans le sens très politique de Fumutoto qui va jusqu'à conclure sur les intentions de ceux qui ont fait ce rapport. Mais nous restons sur le fait. Les faits sont là, le gouvernement présente un taux de chômage un peu plus bas que la réalité. Et ce que tout le monde n'accepte pas parce que ce que les gens vivent sur le terrain, c'est le contraire. Moi, je voudrais aujourd'hui que nous puissions un peu voir la conséquence du chômage sur la population et même sur la marche du pays. Apparemment, si jamais on a maquillé les chiffres, les gens jouent avec le feu. Sérieusement qu'ils jouent avec le feu, et c'est une évidence, parce que si on part déjà du côté de la qualité des emplois qui existent, eh bien, tout laisse à redire, effectivement. Quand on entre dans le secteur public, c'est un secret de polichinelle, que les gens sont très mal payés. Eux-mêmes qui travaillent dans ces secteurs se considèrent comme étant des chômeurs déguisés. Et il n'y a pas de couverture sociale au sein de l'administration publique. Quand on entre dans des entreprises publiques, vous en connaissez le cas, effectif pléthorique, et les gens sont aussi mal payés parce que les entreprises ne marchent pas, elles sont en cessation de paiement. Voilà la situation du secteur public. Et quand on entre dans les secteurs privés, selon les statistiques de l'INSS, Institut national de la sécurité sociale, il n'y a que 1,8% des employés du secteur privé formel qui sont affiliés à l'INSS. C'est-à-dire seulement 1,8% est couvert par la sécurité sociale. Voilà la situation déjà de la qualité des travailleurs. Et quand on entre maintenant dans le chômeur, ces chômeurs dont on veut en faire de travailleurs indépendants, ça devient encore plus grave. Et quand vous suivez très bien les statistiques telles que lancées par les gouvernements à travers la nouvelle méthode, lorsqu'on fait une projection jusqu'en 2024, on se rend compte que le taux de chômage, ça sera négatif. C'est-à-dire qu'on atteindra le point zéro. Le point zéro, et en 2025, fin 2014, on sera déjà dans le négatif, et en 2025, nous devrions importer de travailleurs. Ça, c'est une vue de l'esprit, et c'est très grave. Pourtant, nous savons aujourd'hui que nos jeunes Congolais, même s'ils ont été chassés au Congo-Brazzaville, eh bien, ils ne se laissent pas distraire. Ils y vont toujours. En Afrique du Sud, on a beau crier sur le massacre des Congolais, mais les jeunes Congolais, ils vont toujours. Ça démontre que si les gouvernements vous voulez dire qu'ils y vont parce que le marché, par exemple, de l'emploi n'arrive pas à résorber toutes ces demandes. Mais c'est une évidence, à moins que l'on habite à la Lune. Et moi, je pense que sur les conséquences, je voulais juste commencer par l'analyse sur la qualité du travail avant de terminer sur les conséquences. Les conséquences, c'est premièrement par rapport au gouvernement lui-même. Nous disons, dans les anciennes tribus, nous avions démontré que nos provinces sont de mini-États et qu'ils devaient commencer à produire aussi. Mais pour qu'ils produisent, il faut qu'on les décentralise. Alors si le gouvernement trouve qu'il crée déjà suffisamment d'emplois, il n'entrera pas dans la vision de la décentralisation politique au niveau de province. Deuxièmement, nous avions démontré qu'aujourd'hui, 80% de notre population vit de champs, du secteur agricole, et qu'il faut nécessairement leur construire de routes pour qu'ils puissent écouler leurs marchandises, et qu'aujourd'hui les routes d'intérêt général ne sont modernisées qu'à la hauteur de 5%, alors si le gouvernement lui trouve qu'il crée suffisamment d'emplois, ou soit que ces gens-là ont déjà de l'emploi, ça veut dire que le gouvernement ne va pas mobiliser des ressources pour construire des routes. Nous avons démontré que l'intérêt du pays n'est pas monétarisé, et donc c'est impossible
que l'intérieur du pays soit bancarisé. Dernièrement, d'ailleurs, le gouvernement a été interpellé par rapport à la bancarisation de la paye des enseignants. Mais comment est-ce qu'on va bancariser la paye des enseignants à l'intérieur du pays pendant qu'il n'y a pas de banque à l'intérieur du pays? Tout simplement parce que le taux de monétarisation est faible et le taux de bancarisation n'est à la hauteur que de 2%. Alors, si les gouvernements considèrent qu'ils créent suffisamment d'emplois, il ne fournira pas des efforts dans ces secteurs. Et le secteur tertiaire, c'est aussi un secret de polichinelle que le secteur des commerces, par exemple, c'est que le Congolais vend, c'est le 90% de biens qui sont importés. Donc nous avons aujourd'hui une économie extravertie, une économie d'écumoire, comme le disait Fumutoto. Si les gouvernements considèrent que tout va bien, que les indicateurs sont au vert, yemoko agola la pongi. Et deuxièmement, les conséquences, c'est par rapport aux Congolais eux-mêmes. Aujourd'hui, le phénomène Kuluna est une conséquence du manque de travail, est une conséquence du fait qu'on ne crée pas suffisamment d'emplois. Alors, si le gouvernement ne crée pas suffisamment d'emplois, en croyant qu'il en crée, qu'est-ce qui va se faire? Les Kuluna aujourd'hui, qui n'ont que de machettes, vont se professionnaliser et devenir, dans les prochaines années, de djihadistes. Ce que personne ne souhaite vivre, justement. Israël, on ne veut pas arriver. Le Premier ministre Mouzito dit ici qu'il accompagne en tant que membre de la majorité présidentielle dans ses réflexions, justement. Il amène le gouvernement à avoir une contribution. Et cette question, c'est une question très stratégique aujourd'hui. Le président Hollande est impopulaire en France, ce n'est pas parce qu'il ne travaille pas bien, mais c'est parce qu'il n'arrive pas à résorber le chômage. Et aujourd'hui, le chômage a un effet plus ou moins néfaste sur la politique elle-même, Israël. Oui, je pense que la problématique du chômage est une problématique essentielle parce que c'est d'abord un gâchis quand vous avez une main-d'œuvre disponible et abondante. Si vous ne savez pas l'utiliser, vous ne pouvez pas bâtir une économie. Or, au Congo, il s'agit d'abord de bâtir une économie et l'économie, on ne peut la bâtir qu'avec une population qui est mieux éduquée, qui est mieux soignée, et bref, qui ne demande qu'à travailler. Il faut savoir organiser la population en puissance économique. Alors, mais ici, par exemple, pour revenir aux chiffres pour un peu les simplifier, il faut d'abord donner les chiffres que le gouvernement a avancés. Dans le secteur public, il y a à peu près 1 200 000 travailleurs. Dans le secteur privé formel, si on se réfère aux chiffres de l'INSS, l'Institut national de sécurité sociale, il y a 352 000 emplois. Il y a 352 000 emplois. Donc, 1 200 000 du secteur public, plus 352 000 du secteur formel, vous avez à peu près 1 700 000 ou 800 000, donc près de 2 millions de travailleurs. Là, ce sont les travailleurs qui ont une fiche de paye. Alors, voilà pourquoi est-ce qu'il y a des chiffres qui disent qu'au Congo, le taux de chômage est de 96%. C'est par rapport à ces chiffres de gens qui ont une fiche de paye. Parce qu'on ne considère pas tous les indépendants pris en compte par le rapport du gouvernement. Tout à fait, c'est ça. Donc voilà pourquoi est-ce que d'abord on disait qu'au Congo, 96% de la population active est au chômage. C'est parce qu'on tenait compte de 1 200 000 du secteur public en termes de travailleurs et 352 000 du secteur... Ça, c'est un rapport du PNUD avec l'indice de développement. Voilà d'abord les chiffres. Alors maintenant, comment est-ce qu'on quitte de 96% à 43%? Et je donne le chiffre clé, l'autre chiffre clé, c'est quoi à peu près? La population active, c'est à peu près 50 millions de personnes. Sur une population générale de 70 millions. Donc on a un peu les grands chiffres. Donc on a 50 millions de population active, c'est-à-dire les gens qui sont en mesure de travailler, aptes à travailler, 50 millions. Alors, si nous prenons le chiffre du gouvernement, 43%, ça veut dire que nous avons à peu près au Congo 20 millions de chômeurs. Voilà ce que ça veut dire. Donc au Congo, sur une population active de 50 millions à peu près, nous avons à peu près aussi 20 millions de chômeurs. Ça veut dire que 30 millions de Congolais à peu près sont en train de travailler. Donc je suis en train de donner un peu les grands agrégats pour que les gens perçoivent. Oui. Ça veut dire que nous avons un taux de chômage qui est le double du taux de chômage de la Grèce qui est en récession. La Grèce a un taux de chômage aujourd'hui de à peu près 20%. Donc nous sommes le double, ça veut dire que nous sommes à 43%. Voilà un peu. Mais en Grèce, quand on vous dit 20% de la population active, ça veut dire les gens qui travaillent en Grèce, ça veut dire que les 80% de la population active qui ont de l'emploi, c'est avec une fiche de... on respecte au moins les SMIG et tout ça. Un emploi au vrai sens du mot. Oui. Alors ici, justement, pourquoi il y a eu un tollé général quand le gouvernement a dit que nous avions un taux de chômage qui a reculé, qui est autour de 43%.
C'est parce que justement, on a comptabilisé en principe ce qu'on appelle ici les chômeurs déguisés. Ça veut dire que les gens qui ont un emploi, une occupation, en attendant un emploi. Donc c'est une occupation. Ça veut dire qu'un jeune qui termine l'université, qui ne trouve pas de l'emploi sur le marché, ouvre sa petite cabine, son petit ligablo, il s'occupe. C'est vrai que ce n'est pas, il crée une certaine richesse et tout ça. Mais ce n'est pas de l'emploi classique formel qui doit être comptabilisé par le gouvernement pour dire qu'il a fait reculer la condition. Mais les ligablos, là, on voit aussi à des moments, pour des raisons de salubrité publique, on les casse et tout ça. C'est aussi... Donc, on détruit les emplois. C'est précaire, c'est précaire. Et là, c'est une autre problématique. Mais alors maintenant, quel est le statut que nous devons justement donner aux gens qui ont une occupation qu'on ne peut pas considérer comme un travail? C'est ça le problème, parce qu'ici, quand on les intègre dans les chiffres du chômage, bon, ça veut dire que c'est une réalité économique, mais c'est une réalité aussi politique qu'on veut embellir. Et donc maintenant, ici, ne politisons pas justement les chiffres du chômage. Restons rigoureux. Ça veut dire que dans les chiffres qu'on a avancés ici, en termes des employeurs, des personnes qui s'emploient à leur propre compte, il y a une part de vérité. Parce que dans ce lot-là, il y a quand même des gens qui ont une certaine assise financière solide. Il y a une certaine personne qui créent vraiment de la vraie richesse. Dans quelle proportion? Sans doute 30%, 40% ou 50%. Mais pas tous. Alors, il y a un travail de nettoyage de ce fichier des auto-emplois. Mais on ne doit pas le prendre de manière brute et impacter la baisse du chômage. Je pense que là, il y a exagération. Très bien. Alors, Joseph, quand on dit que le chômage a baissé, ça veut dire que les revenus de la population augmentent dans l'entretemps, parce que quand quelqu'un trouve du travail, ça veut dire qu'il a maintenant un revenu régulièrement. Mon regard de statistiques que le Premier ministre donne ici, un Congolais gagne et dépense en moyenne $500 par an, soit 1,4 $ par jour. Est-ce que cette réalité a changé, à votre avis? Et puis, quand vous regardez la situation dans d'autres pays, nous sommes vraiment à la traîne, là. La réalité n'a pas changé. Le débat ici, c'est un problème de sincérité. C'est un problème de vérité. Comprendre qu'on n'a pas encore fait grand-chose et qu'on a encore beaucoup d'efforts à conjuguer. C'est ça le problème. Parce que lorsque le gouvernement vous dit, par exemple, qu'il y a eu, selon les statistiques de la Banque centrale du Congo, qu'il y a eu 100 000 emplois créés. Mais la logique voudrait qu'il y ait équilibre entre l'offre et la demande. Mais pendant que l'on crée 100 000 emplois, mais qu'on enregistre encore 2 millions donc des chômeurs ou de sans-emploi, il y a de quoi se poser la question. Est-ce qu'effectivement, il y a eu d'avancées ou on est en train de se mentir soi-même, parce que le chômage, c'est un problème qui nous concerne nous tous. C'est un problème national. Heureusement, vous avez évoqué ici le problème en France. En France, le chômage est sectoriel, mais chez nous, c'est généralisé. Chez nous, il faudra encore, parce que les 100 000 emplois créés, on ne nous dit pas dans quel dans quel secteur, dans quel domaine. Non. Là, ça pose encore problème. Mais au moins, ce qui est sûr est que 96% de ces emplois ont été créés par des indépendants. Par les indépendants, mais là où ça pose problème, parce que c'est là où je vais rejoindre M. Steve. Lorsqu'on nous parle de 100 000 emplois créés, soit ce sont des emplois qu'on prend par défaut, faute des mieux, et là on retrouve nos amis indépendants. Soit aussi il y a des emplois où les gens y vont, mais on ne tient pas compte de leur grade, des cursus normal. D'où on parle des emplois. Un gradué qui va faire un travail d'un journalier, un licencié, faute de mieux. Mais on appelle qu'il est employé. Mais dans le vrai sens de l'emploi, ce n'est pas ça. Mais c'est plutôt ce que mon frère Israël a dit, qu'il faudrait qu'un emploi réunisse toutes les conditions normales, permettant à quelqu'un de vivre décemment. Très bien. Alors, Fumutoto, le Premier ministre dit, il parle de la pression démographique dans notre pays au regard de ce débat qu'on lance. Vu la démographie qui augmente à un rythme très accéléré et un marché d'emploi très étroit, il y a un danger que le sous-emploi puisse constituer aussi un danger pour les voisins. Et donc, c'est une question que le gouvernement doit prendre au sérieux. Monsieur le journaliste, vous avez refusé que je détaille profondément l'esprit Matata. Moi, je suis politique. Je refuse encore une fois de plus. Allez-y. Moi, je suis politique. Oui. Je vois ce qui est derrière la prétention
C'est peut-être pas le cadre ici. Là le danger. Je voudrais qu'on puisse parler de ça dans un autre cadre. Mais ici, restons dans le cadre des chiffres qui sont là. Merci. Mais ces chiffres ici viennent d'un esprit. Oui. Avec de la Banque centrale du Congo. Oui. Non. La Banque centrale du Congo ne peut pas remplacer les structures que l'État a créées pour traiter la question de l'emploi. Et non seulement les structures de l'État, mais aussi les structures de la communauté internationale. Par rapport à nous-mêmes, je cite l'ONEM. C'est l'ONEM qui est censé recevoir toutes les demandes d'emploi. Oui. Et ce sont les statistiques de l'ONEM qui peuvent à peu près nous donner la réalité sur le taux de chômage. Parce que j'insiste, on ne peut pas réduire le taux de chômage si on ne connaît pas au préalable le nombre de chômeurs. Est-ce que la banque connaît le nombre de chômeurs ou bien la banque connaît le nombre de Congolais qui sont logés là-bas? Très bien. Mais quel est l'incident du chômage? Parce que vous avez posé la question d'où viennent les doutes. Oui. Les doutes, c'est que le gouvernement a donné des chiffres non fondés sur un préalable et un critère de sélection. Très bien. Deuxième chose, le PROIEN, Programme des Nations Unies pour l'emploi des jeunes. C'est un programme mondial, mais chaque pays l'intègre. Que ce programme nous dise, il y a combien de jeunes à l'âge de travailler, combien ont été embauchés, combien n'ont pas été embauchés, pour que nous puissions croire. Mais vous pensez que tous ces établissements qui travaillent pour le compte du gouvernement n'ont pas contribué pour que nous ayons les chiffres qui sont là devant nous? J'arrive. Vous parlez de l'emploi public. Je suis politologue, je n'entends pas le renier. Nous disons que l'administration n'engage que pas de possibilités. Le concours et la formation. Où est-ce que nous avons assisté à des concours et des formations spécialisées pour ceux qui intègrent le secteur d'emploi public? C'est où? Parce que nous sommes ici au Congo et nous vivons la réalité de notre peuple. Nous quittons là-bas, messieurs les journalistes. Nous posons la question de savoir. Le Premier ministre Matata peut avoir réalisé beaucoup de performances. Mais ces performances s'inscrivent dans quelle logique? Dans quel projet de société et programme du gouvernement? Parce qu'en politique, la première donne, ce n'est pas les moyens. C'est l'ambition, c'est la vision, c'est le projet de société. Depuis l'an 2000, le régime en place a souscrit à un comportement politique. Le désengagement de l'État du secteur marchand. Deuxième chose, l'ouverture du Congo aux institutions de Bretton Woods. Le Premier ministre Matata, qu'a-t-il fait de cette vision de la majorité? Je crois que si la majorité présidentielle était politique, elle serait la première personne à dire « Monsieur Matata, vous nagez à contre-courant ». S'il vous plaît, je peux citer. Non, attendez, monsieur le journaliste, moi je suis de l'opposition. Je sais que vous êtes de l'opposition. Adolphe Muzitu a réagi en scientifique et moi j'ai réagi en politique. Parce qu'il nous a donné des données scientifiques indiscutables. Mais moi, je suis en train de réagir en tant que politique. Non, attendez. Là, je voudrais que, s'il vous plaît, je souhaite que vous puissiez faire cette analyse dans un autre cadre, hein, dans une émission qui pouvait analyser la politique ou la gestion du gouvernement. Conséquences de la pauvreté. En une minute, alors, en une minute, parce qu'on a perdu c'est beaucoup. Steve va parler de phénomène Kuluna ou de la délinquance juvénile. Mais j'ajoute l'autre conséquence du chômage que les gens ignorent, c'est la pression démographique. Les gens qui ne travaillent pas beaucoup créent beaucoup d'hommes. C'est-à-dire enfantent beaucoup, mettent beaucoup au monde. Ce que les gens ne savent pas. Parce que la pauvreté elle-même est une source de la procréation. Oui. Donc chaque fois nous allons prétendre avoir combattu la jeunesse, le chômage, mais nous ne savons pas que s'il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas, ils vont trouver l'énergie de reproduction. Et tout ça, deuxième conséquence, la déshumanisation de l'homme congolais. Car il y a un adage qui dit le travail anoblit. Lorsqu'on n'a pas un bon travail, on devient facilement mendiant, quémandeur, et on quitte facilement son pays pour chercher le meilleur ailleurs, alors que ce n'est pas facile de le retrouver. Vous voyez notre sort en Angola, en Afrique du Sud, et partout dans le monde. Donc, soyons réalistes, nous ne disons pas que c'est Kabila et son régime qui ont créé le chômage autant que nous connaissons. Ils ont trouvé le chômage, ils vont laisser le chômage, mais soyons sincères, ne trompons pas le peuple. Merci. Alors, vous pouvez de passer le micro. Nous allons finir avec vous. La conséquence en une minute, hein, rapidement, en une minute, chacun peut avoir une minute, on va conclure sur le chômage. C'est vrai que Fumutoto parle en politique, je le comprends. La question du travail est une question très essentielle pour une population parce que le travail anoblit l'homme et celui qui ne travaille pas en réalité est dans une situation de précarité. Aujourd'hui,
Adolphe Muzito tire l'attention sur les conséquences du travail, du chômage, je veux dire. Et si nous ne faisons pas attention, ça va être très, très dangereux. Mais est-ce que le pays voisin, aujourd'hui, vous voyez, on chasse les Congolais en Angola, est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'ils ont compris que chez nous, les gens viennent remplir leur pays, ils produisent assez, ils se reproduisent assez comme beaucoup, comme dit Fontoto, et ils vont venir envahir notre espace et pouvoir peut-être demain nous dominer aussi. Bien sûr, sans aller dans le sens des Angolais ou de nos voisins brazzavillois, la façon dont ils se comportent, mais effectivement, la conséquence pour le chômage par rapport aux voisins est énorme. Nous avons une responsabilité, c'est-à-dire que tous nos jeunes gens vont déborder pour aller chercher un mieux-être, ce qui est normal, on ne pourra jamais les arrêter. C'est pourquoi, dans la sous-région, les gouvernements doivent trouver une politique pour se soutenir et pour que nous évoluions de sorte qu'un pays ne dérange pas un autre. Mais la première conséquence du chômage, c'est d'abord la pauvreté. Et la pauvreté n'est pas bonne. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans la misère. Par rapport aux critiques de Muzito dans sa tribune ici, il dit la solution est au milieu. Ce n'est pas la méthode traditionnelle qui ne prend en compte que l'administration et les privés. Il faut également examiner ce qu'on appelle société informelle ou auto-emploi ou indépendant, mais il faut que les spécialistes déterminent le pourcentage qui peut être résorbé, c'est-à-dire, comme l'a dit Israël, 30, 40 ou même 50%. On ne peut pas tout prendre parce que ce sont des emplois qui naissent et qui disparaissent le même jour, où les gens circulent avec des histoires en main pour vendre et pour continuer à vivre. Ça, on ne peut pas estimer qu'ils ont du travail. Merci beaucoup. Alors, Luc, en une minute, parce qu'on n'a plus assez de temps, lorsqu'on regarde la logique, apparemment, toutes les 5 tribunes se tiennent. Tout à fait. Toutes les 5 tribunes se tiennent, mais là, Adolphe Muzito entre de plein pied dans le pan social. Et il pose un problème des sociétés. Ce problème, c'est que le chômage, c'est un problème auquel, vis-à-vis duquel le gouvernement, et même la société d'ailleurs de manière basique, ne peut pas être distrait. Très bien. Et je dis, pour terminer, oui, que le politique, c'est le médecin du corps social. Il faudrait que les politiques, les gouvernants puissent prendre en compte ce que l'honorable Muzito dit, bien que ça ne soit pas l'exhaustivité de la vérité. Si il s'est arrêté à mi-chemin, qu'eux aillent plus loin pour que cette réalité soit résorbée. Mais la véritable conséquence du chômage chez nous, c'est comme la logique de l'eau qui cherche une voie, une issue. Lorsqu'on ne lui donne pas une issue, l'eau va déborder et va commettre des dégâts dans des airs, dans des espaces. Donc dans le pays, donnez 30 secondes à Israël. Israël, les tribunes se tiennent. Là, Muzito, il est dit lui-même, hein, il n'est pas critique, il ne veut pas condamner qui que ce soit. Il veut que tout le monde comprenne que le problème du chômage, c'est un problème structurel et qu'il faut beaucoup travailler au lieu de dormir sur ses lauriers. Voilà, c'est encore un débat qui vaut la peine d'être mené. Parce que toutes les tribunes se tiennent, en ce sens que il faut un horizon politique stratégique. Que voulons-nous faire de notre jeunesse? Que voulons-nous faire de notre pays? Une grande puissance économique, une grande puissance sociale, une grande puissance internationale. Pour y parvenir, il faut mobiliser davantage de ressources. Et le peu de ressources que nous avons, mieux les affecter. Et ça passe par quoi? La réduction du train de vie de l'État, mais pas multiplier les entités territoriales décentralisées à l'extrême, parce que les moyens budgétaires, on n'a pas assez d'espace budgétaire pour le faire. Les moyens, c'est quoi? Mais peut-être pour créer de l'emploi aussi. Hein. Mais le problème, c'est quoi? Pour créer de l'emploi, justement, c'est réduire l'étroitesse du marché interne en faisant en sorte qu'il y ait eu des routes qui traversent le pays de part en part. Les moyens, c'est comment? C'est faire en sorte qu'on ouvre les entreprises publiques, parce que les emplois qui sont comptabilisés aujourd'hui dans les entreprises publiques sont en principe, sont en trompe-l'œil.
parce que la plupart des entreprises publiques devaient être assainies sur le plan social. C'est après justement qu'ils auraient été justement dynamisés, vivifiés par une nouvelle gouvernance, qu'ils seront en mesure de réembaucher parce que leur activité sera positive. Ils ne seront plus à station de paiement, ils vont créer de la richesse. Mais là, ils en perdent. Et en perdant, ils gardent, ce sont des chômeurs déguisés aussi dans les entreprises publiques. Et donc, le chiffre même de 1 200 000, si on intègre toutes les entreprises publiques, il doit être un peu défalqué d'un certain nombre de Très bien. travailleurs. Alors, vraiment, Joseph... oui, Charlie, je vais justement conclure. Hein. Lorsque on a jeté un coup d'œil d'observateur dans cette 5e tribune d'Adolphe Muzito, il faudra comprendre que c'est peut-être une culture qui n'arrive pas que lorsqu'on a été aux affaires hier, qu'on contribue au développement de son pays. Muzito a titré le chômage en RDC hier, aujourd'hui et demain. Mais demain, qu'est-ce qu'il dit? C'est par là que je veux chuter. Ici, c'est un problème de gestion des ressources humaines. Et de deux, Muzito prévient ici contre les éventuelles violences. Il parle de pays voisins. Récemment, c'était Congo-Brazzaville, l'Afrique du Sud, Angola, c'est à répétition d'ailleurs. Et puis, il parle même dans la région. Ici, c'est question de comprendre que le chômage, c'est un problème que nous devons mettre à cœur, n'est pas se voiler la face avec ces genres de statistiques, mais plutôt savoir exactement ce que nous voulons que la RDC soit demain, pour nous et pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Merci beaucoup, Joseph. Merci à vous tous. C'est la fin de ce numéro de votre émission spéciale Tribune. Vous l'avez sans doute compris que nous avons parlé du problème du chômage et ces problèmes, nous avons confronter les chiffres officiels présentés par le gouvernement et la réalité sur le terrain, ce qui démontre qu'il y a un écart très très considérable. Il faut que le gouvernement prenne très au sérieux cette question. Avant de pouvoir publier parfois certaines statistiques, il faut le vérifier parce que ce sont des questions qui sont en train de poser beaucoup de problèmes dans certains pays à travers le monde. Merci. Nous allons nous retrouver probablement autour d'une autre tribune. Pendant ce temps, celle-ci, au moins cette émission est terminée. Merci. Au revoir. Merci.